Mais il y avait tout de même 200 000 hommes, là. Et puis Hitler a commencé, un orateur absolument fantastique. Hein. Au début, on se regardait et on riait. C'est un bouffon. Là. Mais à la fin, là, quand vous voyez 200 000 hommes avec le poing tendu, là, puis Heil, Hitler, puis etc., puis on sent que ça vibre partout, la vibration nous gagne, nous autres mêmes. Hein. Puis moi, je suis sorti de là absolument effrayé. Adolf Hitler était un très bon orateur, capable de manipuler les gens et les masses grâce à sa rhétorique noire. La rhétorique noire, c'est quoi? Ça consiste simplement à utiliser certaines techniques de manipulation pour amener d'autres personnes à changer de comportement ou de croyance sans qu'elles s'en rendent compte. Alors je suis totalement contre les propos d'Hitler. Le but de cette vidéo, c'est de mieux comprendre les techniques de manipulation utilisées pour mieux s'en défendre. Et je suis également totalement contre le contenu et la morale de cette personne. Dans cette vidéo, il s'agit uniquement de la rhétorique, c'est-à-dire la méthode. Il s'agit uniquement de l'emballage du discours. Bienvenue sur Attitude Alpha, la plus grande chaîne YouTube consacrée à la communication. Alors avant de démarrer, si vous souhaitez atteindre un niveau supérieur dans votre communication, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder gratuitement au guide Harvey Specter. Ce guide contient ses mindsets, son langage corporel, ses stratégies de pouvoir et ses compétences verbales. Maintenant, abordons un sujet brûlant, un sujet difficile. Adolf Hitler et sa rhétorique légendaire. Il faut vraiment dire qu'à travers toute la société, bien que la rhétorique soit un sujet plutôt marginal et souvent ignoré, beaucoup de gens pensent que la rhétorique était un instrument très puissant d'Hitler et que c'est en partie grâce à elle qu'il est arrivé au pouvoir. Il faut vraiment lui reconnaître ça. C'était un orateur magistral. Aujourd'hui, nous allons voir trois choses. Premièrement, il se peut que nous jugions sa gestuelle et ses mimiques un peu trop expressives, mais à l'époque, ça fonctionnait parfaitement. Et c'est pourquoi il faut bien sûr considérer que si ça fonctionnait à l'époque, il devait y avoir quelque chose derrière. Deuxièmement, il ne s'agit pas ici de la rhétorique de Joseph Goebbels. On confond souvent les deux. Le grand discours « Voulez-vous la guerre totale » au Palais des Sports était de Joseph Goebbels et non d'Adolf Hitler. Mais nous pouvons l'analyser sur la chaîne avec plaisir. Et troisièmement, très important, dans cette vidéo, encore plus que dans les autres vidéos sur les hommes politiques, il s'agit uniquement de la forme du discours, pas du contenu. Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich, a décrit Hitler comme un orateur doué, comme un don de Dieu qui lui permettait de parler aussi bien, et que c'était voulu par Dieu. Alors bien sûr, c'était un moyen de propagande efficace. Mais en réalité, c'était quelqu'un qui analysait les mots, qui regardait quel effet avait tel ou tel mot. Et c'est précisément ce qu'Adolf Hitler a très bien maîtrisé. Et il y a un nombre incroyable d'exemples dans chacun de ses discours. En voici un extrait dans lequel les mots sont justes. C'est-à-dire qu'il utilise des mots de grande valeur, ou des mots de grande valeur à connotation négative, un langage très émotionnel. Deuxièmement, l'utilisation de la voix est juste, avec toute la ferveur, avec toute la motivation, avec tout l'élan. Et puis troisièmement, le langage corporel très expressif qui soutient tout son discours. Der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes. L'un des plus grands facteurs de la réussite de la rhétorique d'Hitler était qu'il connaissait la psychologie des masses. Il a également lu le livre éponyme de Gustave Le Bon, qui a analysé les masses, le public en face de lui, et a vu comment parler aux masses, de quel leader les masses ont besoin, et quelle dynamique propre les masses peuvent développer. Il ne s'agit en effet pas d'argumenter avec la raison, avec la logique. Dans les grandes foules, il s'agit uniquement de se concentrer sur la partie la plus faible de la masse, donc de formuler les choses si simplement que même le plus inculte d'entre eux sache ou puisse comprendre. C'était l'un des principes de la rhétorique d'Hitler. Et deuxièmement, c'est très émotionnel. Il a toujours réussi, dans chacune de ses situations de discours, à s'adapter aux masses, soit en les élevant, en les faisant paraître élitistes, soit en fraternisant avec elles, parfois même les deux à la fois. Et c'était bien sûr une émotion particulièrement forte qui a fait que les autres se sont sentis particulièrement bien. Et si on met ça en contraste avec les images de l'ennemi, qu'il a également utilisées, ça a un effet encore plus fort, peu importe avec qui il a parlé, avec les soldats, avec les hommes politiques de son parti ou avec d'autres ouvriers. Comme dans la scène suivante à l'usine Siemens, il s'est toujours demandé qui est la masse, qui est le public en face de moi, qui est la foule. Comment puis-je lui parler? Comment puis-je fraterniser avec elle ou obtenir
sa bienveillance en général. Und ich spreche damit nur zu denen ich einst selbst gehört habe, mit denen ich mich auch heute noch verbunden fühle und für die ich letzten Endes ja auch kämpfe. Nicht unsere Wirtschaftsführer, nicht unsere Professoren und Gelehrten, nicht Soldaten und nicht Künstler, nicht Philosophen, Denker und Dichter haben unser Volk vom Abgrund zurückgerissen, sondern ausschließlich das politische Soldatentum dieser Partei. De manière générale, cette psychologie des masses se retrouve dans tous ses actes. Les croix gammées placées partout, la mise en scène de tous ses discours, les répétitions en général. Il les a toujours martelées dans l'esprit des gens. Et aussi parfois la simple longueur des discours. 2 heures ou plus. Il pouvait tout simplement parler très longtemps et les gens l'écoutaient si longtemps, grâce à ses nombreuses répétitions, qu'à un moment donné, ça devenait une réalité pour les gens. Plus vous répétez quelque chose, plus les gens le croient. Si je vous répète tous les jours, vous êtes faible. À un moment donné, vous allez y croire et le ressentir. C'était donc quelqu'un qui s'orientait très fortement vers les masses. Une méthode très stimulante qui exige de la confiance en soi mais qui montre aussi votre propre confiance en soi, c'est de faire une longue pause. Par exemple, dans la scène suivante, Hitler a fait une pause de plus d'1 minute avant de démarrer son discours. Et je vous le recommande également. Alors bien sûr, dans cet extrait, je ne vais pas vous montrer la minute de silence. Je vais vous montrer juste une petite partie. Donc, si vous vous taisez quelques secondes avant de démarrer votre discours, si vous attendez, si vous faites une pause jusqu'à ce que tout le monde soit calme dans la salle, jusqu'à ce que toute l'attention se soit rassemblée, vous pourrez alors planifier un début de discours très fort et ensuite transmettre la première phrase avec plus d'attention de la part de l'auditoire. Ensuite, il utilise aussi de très nombreuses figures de style de la rhétorique classique, qu'il s'agisse d'anaphores, c'est-à-dire de débuts de phrases identiques. Impatient contre quiconque pêcherait contre la nation et ses intérêts. Impatient contre tous ceux qui ne reconnaissent pas les intérêts vitaux ou qui s'y opposent. Impatient et implacable contre quiconque cherche à nouveau à détruire et à décomposer ce corps national. Ou encore les antithèses, c'est-à-dire la mise en évidence de contrastes entre A et B. Ja, der Führer, ja. Aber die Partei, das ist doch etwas anderes. Nein, meine Herren, der Führer ist die Partei und die Partei ist der Führer. So. Ou encore l'exclamation, c'est-à-dire la dernière exclamation à la fin d'un discours, qui a encore une fois fortement contribué à ce caractère hautement émotionnel. Liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst schaffen mussten. Wann ich die Augen schließen werde, weiß ich nicht. Aber dass die Partei weiterleben wird, das weiß ich. Und dass über alle Personen, über Schwache und Starke hinweg, die Zukunft der deutschen Nation erfolgreich gestalten wird, das glaube ich und das weiß ich. C'est précisément lorsqu'il s'agit de politique, c'est-à-dire lorsque nous voulons également obtenir les voix des intellectuels et de manière générale donner à chacun une rationalisation pour les actes contradictoires ou en tout cas inhumains, que cela devrait également se refléter dans notre rhétorique. Et comme je l'ai dit, pour enthousiasmer et émouvoir les gens ou les masses, les émotions sont nécessaires. Mais une base logique est tout de même importante afin de toujours proposer une certaine conclusion. Et Hitler y parvient très bien avec des si alors très clairs ou par l'utilisation du mot « parce que ». Si l'on considère à juste titre que les performances humaines sont différentes, alors il doit également être juste que la valeur des hommes soit différente en ce qui concerne la production de certaines performances. Mais il est alors absurde de vouloir faire valoir cela uniquement par rapport à un domaine particulier. Il est plutôt logique que si, dans le domaine de l'économie, je reconnais la reconnaissance absolue des performances particulières comme la condition de toute culture supérieure, je dois alors placer politiquement, de la même manière,
la performance particulière, et donc l'autorité de la personnalité en premier. Lors de ce discours devant le club de l'industrie, il a premièrement utilisé cette construction de phrase « si, alors » pour créer un semblant de logique. Et deuxièmement, il a utilisé des topoi. Ce sont des arguments ou des sagesses généralement perçus comme vrais. Et ils ressemblent en partie à des arguments de logos, c'est-à-dire des faits, mais ne sont pas des vérités factuelles. Exemple concret. 4 yeux voient plus que 2. Une image vaut 1000 mots. Plusieurs cuisiniers gâchent la sauce. Les topoi peuvent préparer l'auditoire par leur apparence plausible, puisque l'argumentation part de quelque chose d'apparemment vrai et qui est généralement accepté par les gens. Je voudrais vraiment conclure sur ce point, parce qu'il y a 1000 choses que l'on pourrait encore expliquer ici. On pourrait continuer à parler de ce sujet pendant des heures, et c'est très intéressant. Et comme je l'ai dit, j'aimerais faire une autre vidéo sur Goebbels. C'était une période très sombre de l'histoire allemande, qui a fait aussi en sorte qu'en Allemagne, cette image de la rhétorique n'était plus perçue comme une qualité positive, mais avait plutôt une coloration globalement négative. De sorte qu'aujourd'hui encore, par exemple, elle n'est presque plus enseignée à l'école, et encore moins comme matière officielle, alors que dans d'autres matières, cette culture du débat est parfois très présente. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous souhaitez aller plus loin pour devenir une personnalité charismatique et influente, j'ai créé le guide Harvey Specter. Ce guide gratuit vous permet de maîtriser les états d'esprit psychologiques, le langage corporel, les compétences verbales et les stratégies de pouvoir de ce personnage. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans votre communication.